Alors, s'il vous plaît, bon après-midi à tout le monde. La commission reprend ses travaux. Il me fait plaisir d'accueillir les représentants du Parti conservateur du Québec, dont son chef, M. Éric Duhem. Bienvenue à la commission parlementaire. Vous connaissez les règles, M. le chef. Donc, 8 minutes de présentation. Pour ça, période d'échange avec les membres de la commission. Donc, immédiatement, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, membres de la commission, M. le ministre de la Justice. Ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois en 4 ans qu'ils acceptent que nous entendent en commission parlementaire après plusieurs demandes. Donc, on est très heureux de pouvoir vous expliquer nos positions sur le projet de loi 1. Notre mémoire, là, je ne vous le lirai pas de bout en bout. Vous avez eu copie du mémoire. Mais je veux simplement concentrer mon intervention principalement autour de 4 volets. D'abord, ce que les conservateurs appuient, ce qui nous préoccupe, les principales bonifications et 2 ajouts à la lumière des récentes consultations que vous avez eues devant vous au cours des dernières semaines. Donc, sur le principe, je veux être clair, le Parti conservateur du Québec appuie le principe de doter le Québec d'une constitution codifiée. Un texte comme celui-là, pour nous autres, va clarifier de manière significative l'identité politique du Québec. Ça va consolider nos institutions et offrir un cadre cohérent pour l'action publique. Pour être utile, une constitution, il faut qu'elle soit légitime, rassembleuse et durable. Sinon, elle risque de devenir évidemment un exercice symbolique et partisan plutôt qu'un vrai pacte. Le Parti conservateur semble être le seul parti d'opposition qui appuie présentement le projet de constitution, puis on le déplore un peu parce qu'une constitution, ça doit être fait dans un esprit de collaboration. Puis j'ai de la difficulté surtout à comprendre que des partis qui se disent autonomistes ou indépendantistes puissent pas appuyer une telle proposition à la base. Donc, on peut avoir des différences sur le contenu ici et là, mais l'idée de vouloir accroître le pouvoir québécois, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Confédération canadienne, pour nous, ça semble important. Moi, la personne qui m'a convaincu d'être en faveur d'une constitution québécoise, c'est le constitutionnaliste Daniel Turp, un ancien député du Parti québécois et du Bloc québécois. Fait que je pense que les partis souverainistes auraient intérêt à le consulter. Cela étant dit, tout n'est pas parfait. On a quand même d'autres réserves. Une constitution, évidemment, c'est pas une loi ordinaire, c'est une loi fondamentale qui exige un niveau de légitimité exceptionnel. Le processus actuel est un peu précipité, on se le dira, là, à quelques mois d'une campagne électorale, dans un climat un peu plus partisan. Les fortes objections des communautés autochtones qu'on a vues ici la semaine dernière sont un exemple probant, quant à nous, du manque de consultation en amont. Puis pour qu'un texte constitutionnel s'enracine, bien, il doit reposer sur un large consensus. Et sans cela, il va être contesté dès le départ puis fragilisé là, au premier changement de gouvernement. C'est ce qui nous inquiète présentement. Nos principales bonifications, on en fait 3. La première, c'est des mécanismes éprouvés pour mieux protéger l'autonomie du Québec. Quand on parle de défendre l'autonomie du Québec, il faut dépasser le déclaratoire. Le projet de loi affirme bien sûr des principes, mais il ne crée pas de mécanisme opérationnel clair pour répondre rapidement aux empiètements du gouvernement fédéral. C'est pourquoi on propose d'intégrer au projet de loi des outils concrets inspirés de ce qui s'est fait ailleurs, notamment en Alberta avec la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni, ou en Saskatchewan avec la loi Saskatchewan First, ou même avec l'ADQ, parce que je ne vous ai pas présenté la personne à ma droite, mais Guy Leroux a été une des personnes avec qui on a rédigé ensemble il y a plus de 20 ans, la politique autonomiste de l'ADQ de Mario Dumont. Et donc, pour nous, puis on avait présenté à l'époque un projet de loi, le projet de loi 996, et pour nous, c'est important que l'autonomie soit mieux protégée par rapport aux ingérences fédérales. Ce projet de loi 996 prévoit notamment une résolution de l'Assemblée nationale pouvant déclarer une mesure fédérale inapplicable dans un domaine relevant de nos compétences. Lorsqu'il y a des empiètements, l'obligation pour le gouvernement de déposer un plan d'action avec des gestes précis, des directives aux ministères et aux organismes concernés pour cesser de collaborer à l'application des mesures fédérales. Et troisièmement, la possibilité de soutenir des contestations judiciaires et d'encadrer légalement la réponse de l'État. Donc, bref, on est bien pour une constitution, mais encore faut-il que l'autonomie soit protégée, que le projet de loi ait un peu plus de dents pour s'assurer que le fédéral ne viendra pas encore nous chevaucher ce qu'on fait déjà. Le deuxième point, c'est le préambule. Pour nous, le préambule d'une constitution, c'est l'occasion de rassembler, surtout pas diviser les Québécois. Depuis le dépôt de notre mémoire, là, je sais qu'il y a plusieurs groupes qui sont venus s'exprimer avec des préoccupations qui nous semblent tout à fait légitimes.
sur des éléments fondamentaux, là, que ce soit le respect des libertés, la règle de droit, l'équilibre des pouvoirs. Le défi, c'est pas de déclarer une identité commune, mais c'est de construire une appartenance commune. Et une constitution, ça doit donner envie à toutes les composantes de la société québécoise de participer à la nation. Et ça se fait en stimulant notre fierté d'en faire partie. On veut un Québec français, on veut un Québec autonome, mais on veut le faire en unissant les Québécois, y compris les anglophones, les autochtones, les allophones, les nouveaux arrivants, en les invitant à contribuer au Québec de demain dans la fierté, dans l'enthousiasme. On demande donc de revoir le préambule pour un texte plus évocateur, plus rassembleur, réellement inspirant, à l'image de la ténacité, de la tolérance et de l'ouverture du peuple québécois. Finalement, une constitution, quant à nous, ne doit pas être modifiable trop facilement. Ici, un enjeu, là, tel que rédigé, le projet de loi demeure une loi qui peut être modifiée ou abrogée par une simple majorité à l'Assemblée nationale. Une constitution qui change au gré des cycles électoraux et qui pourrait pas perdre de sa stabilité là, et de sa force. C'est pourquoi on demande une rigidité, c'est-à-dire une formule d'adoption et surtout d'amendement qui exige un consensus large, qui protège le texte contre l'instabilité politique, parce que sinon, là, on ne fonde pas un pacte, là, on va adopter simplement une loi ordinaire de plus. Finalement, on avait 2 ajouts à la lumière de ce que vous avez entendu des intervenants qui sont présentés devant vous au cours des dernières semaines. Un ajout concernant l'autonomie et la gouvernance des municipalités et des régions. Il y a plusieurs acteurs du milieu municipal de partout au Québec qui ont rappelé que le Québec se gouverne aussi par des gouvernements de proximité. Si on veut une constitution qui parle vrai, elle doit reconnaître la vitalité de nos régions, la capacité des communautés de décider par elles-mêmes. On propose donc d'ajouter une section sur l'autonomie et la gouvernance des municipalités et des régions dans l'esprit des propositions là, qui ont été présentées déjà devant vous. Je ne vais pas les répéter. Finalement, il y a la question de l'avortement qui a été aussi au cœur des débats. Je veux réitérer que le Parti conservateur est clairement et entièrement en faveur de la liberté de choix des femmes en la matière. Cela étant dit, plusieurs intervenants, mais surtout des intervenantes, ont soulevé des réelles inquiétudes sur l'inscription de cette question dans une constitution qui demeure modifiable comme une loi. Et dans la balance des arguments, on considère que cette clause devrait être retirée du texte constitutionnel là, pour éviter d'ouvrir une canne de verre. La protection des droits, pour nous, ça passe d'abord et avant tout par des garanties concrètes d'accès et par un cadre institutionnel solide, plutôt que par une disposition qui pourrait être exposée là, aux aléas d'une majorité de députés. En conclusion, Monsieur le Président, on appuie le principe d'une constitution pour le Québec, mais pour qu'elle soit fondatrice, il faut un processus qui soit plus large, plus légitime, plus consensuel. Une nouvelle constitution ne peut pas être adoptée par un gouvernement non plus en fin de régime, qui n'a pas nécessairement la légitimité pour créer un large consensus, puis qui n'a pas non plus le mandat électoral de l'adopter comme tel. Et cette remarque s'adresse particulièrement au ministre. Moi, je pense que le gouvernement doit proposer l'adoption du projet de loi, c'est-à-dire lors des prochaines élections, la proposer à la population en demandant un mandat clair aux Québécois pour faire adopter cette constitution après l'élection. Puis de notre côté, moi, je m'engage à ce que le Parti conservateur du Québec va demander également un mandat auprès de l'électorat québécois en octobre 2026 pour l'adoption d'une constitution rassembleuse au Québec. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. Duhem. Monsieur le ministre, pour 10 minutes, 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. M. Duhem, M. Leroux, Mme Coulombe. Bonjour. J'ai oublié de la présenter, Loïse Coulombe, qui est notre candidate dans Charlesbourg, mais qui est aussi la cofondatrice de Génération Ambition et étudiante en droit à l'Université Laval. Je crois que c'est une très bonne université et une bonne faculté, n'est-ce pas? Bon. Bien, écoutez, merci au Parti conservateur d'être présent aujourd'hui puis de participer aux travaux de la Commission puis aussi de nous faire part de votre point de vue. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion de me présenter le projet de loi 996 que je ne crois pas qu'il a été déposé, mais vous avez travaillé là-dessus. Puis je tiens à saluer le fait que vous développez positivement des idées en prévision de l'autonomie du Québec. Puis là, je voulais qu'on ait un échange à ce sujet-là. J'ai entendu votre dernière intervention sur le processus de consultation, tout ça. Bien, là, c'est déposé, on est là, on consulte plus de 200 groupes, puis le texte est là. Est-ce que vous trouvez que le projet de loi numéro 1, qui comprend la Constitution, une loi sur l'autonomie constitutionnelle, qui est inspirée notamment de la Saskatchewan First Act et aussi la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni, une loi sur le Conseil constitutionnel, des modifications à la loi constitutionnelle de 1867, des modifications à d'autres lois aussi.
Est-ce que vous trouvez que ça concourt au travail qui a été fait au cours des 60 dernières années par toutes les formations politiques en vue de donner davantage d'outils au Québec au sein de la Fédération canadienne? Bien, Monsieur le ministre, c'est certainement un pas en avant. Puis vous avez raison de le mentionner qu'il y a un énorme travail qui a été fait dans le projet de loi. C'est très complet. Ça suit aussi le comité de M. Sébastien Proulx et compagnie. Puis c'est un travail très, très sérieux. Ça, là-dessus, on le salue. Puis on est le seul parti politique ici en Chambre à vous appuyer dans cette initiative-là. La seule chose qu'on vous reproche, finalement, c'est, comme il s'agit de la Constitution du Québec, ça fait quand même presque 500 ans qu'on est ici. On est un peuple qui a une histoire, on est un peuple qui a traversé toutes sortes d'épreuves, qui a grandi à travers ça. C'est un document très important. Et on a au Québec une majorité francophone, comme vous l'avez mentionné dans votre préambule. Mais on a aussi des minorités anglophones, autochtones, qui sont chez nous depuis presque plusieurs siècles. En fait, les Autochtones, on peut même parler de millénaires. Et ces groupes-là, quand on parle d'une constitution, doivent vraiment être partie prenante du travail de construction, selon nous. Parce que sinon, bien, ça devient la voix d'un gouvernement ou d'une majorité. C'est un petit peu ça qu'on sent dans le texte et la volonté, mais pour ce qui est du travail législatif qui a été fait, chapeau, c'est un travail sérieux suite à un comité qui a fait les choses en profondeur, ça on le salue, mais maintenant on pense qu'il faut aller encore plus loin puis de consulter davantage. Est-ce que vous reconnaissez que dans la partie 1 de la Constitution, la majorité des dispositions sont déjà des dispositions qui existent de part et d'autre dans les différentes lois du Québec? Donc, la Constitution du Québec, elle existe déjà, mais elle n'est pas regroupée dans un seul et même tout, mais elle est plutôt dispersée. Il y a une partie dans la loi constitutionnelle de 1967, il y en a qui sont dans nos conventions constitutionnelles qui sont non écrites, il y a certaines parties qui sont dans des lois écrites, exemple la loi sur l'Assemblée nationale, la loi 99 sur les prérogatives du peuple québécois. Alors, est-ce que vous reconnaissez ça, qu'il y a plusieurs éléments de la partie 1 qui se retrouvent un peu partout? Tout à fait, Monsieur le ministre, mais moi, je ne suis pas un avocat comme vous. Je n'ai pas cette expertise-là au niveau légal que vous avez avec les gens au ministère. L'approche légaliste, pour ce qui est si on veut, le renforcement de l'autonomie du Québec, est importante. Ça fait partie des outils qu'on a. Puis le projet de loi que vous avez fait a amené le dossier à un nouveau niveau. Bravo. Mais encore là, on pense que ça doit aller plus loin, puis on pense qu'il y a des éléments dans le projet de loi qui doivent être plus rassembleurs, puis qui peuvent être aussi un petit peu plus musclés au niveau de la défense de l'autonomie du Québec. Mais à ce titre-là, quand je lisais votre mémoire, notamment sur le pouvoir d'intervenir par rapport aux contestations judiciaires, exemple, ça, le procureur général a déjà ce pouvoir-là. Donc, a déjà cette responsabilité-là. Même chose, il y a beaucoup d'éléments que vous soulevez qui sont déjà dans la loi sur l'autonomie constitutionnelle, qu'on est venu couvrir également. Mais je comprends que pour vous, le désir d'autonomie, le désir de donner des outils constitutionnels et juridiques au Québec, il est présent. J'entends bien que vous dites la Constitution devrait peut-être pas être adoptée puis en faire une proposition électorale. Cela étant, moi, je suis d'avis que on ne peut pas attendre pour donner un outil constitutionnel au Québec qui a manqué au cours des 60 dernières années. Il faut faire des pas en avant. Et là, certaines personnes disent, bien, et vous le dites également, bien, cette Constitution-là pourra être amendée. Il n'y a pas de processus d'amendement. Il y en a qui disent qu'il devrait en avoir une. Il y en a d'autres qui disent qu'elle est souple. Mais on laisse la possibilité au futur gouvernement de l'amender aussi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je considère qu'on ne peut pas se priver d'avoir des outils constitutionnels supplémentaires à l'intérieur de la Fédération canadienne. Monsieur le ministre, juste rappeler que la Coalition Avenir Québec, en 2012, 2014, 2018, 2022, n'a pas proposé l'adoption d'une constitution comme on le retrouve aujourd'hui.
Et à quelques mois d'une élection, de la faire adopter, c'est pas comme si vous aviez le mandat démocratique, ça faisait 8 ans que vous attendiez. Ça n'a pas fait partie de vos engagements électoraux. Les Québécois n'ont pas voté en faveur de ça. Moi, je pense qu'on a une occasion, là, dans quelques mois, là, vous avez votre projet de loi, il est déjà très avancé. Vous avez une chance unique de pouvoir le présenter à la population lors de l'élection d'octobre prochain. Et de notre côté aussi, on va réitérer qu'on est en faveur de l'adoption d'une constitution, puis il y a peut-être d'autres partis qu'on va finir par convaincre. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on doit l'adopter, pas en fin de mandat, alors que le parti n'a pas eu ne l'a pas dit lors de la campagne électorale. Je pense que c'est un élément qui fait qu'il y a un manque de légitimité démocratique d'une certaine façon. Déjà que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas eu assez de consultations. Si en plus, il n'y a pas eu une élection où c'était clairement exprimé que c'était votre volonté, la CAQ a eu 4 occasions, puis en 4 occasions, ils ne l'ont jamais présenté, malheureusement. Je comprends votre point de vue. Je vais céder la parole à mes collègues. Simplement sur cette question-là, si sur l'ensemble des gouvernements, nous attendions à toutes les fois uniquement de proposer des choses qui se retrouvent dans le programme électoral, ça aurait pour effet également de figer l'État québécois. Puis il y a des réformes qu'on n'aurait pas fait qui auraient été nécessaires. Je donne un exemple. Quand je suis devenu ministre de la Justice, on a adopté une loi pour contrer les thérapies de conversion. C'était pas dans le programme électoral. Est-ce que j'aurais dû ne pas légiférer là-dessus puis laisser des jeunes hommes, des jeunes femmes subir un préjudice à cause de ça? Est-ce que nous n'aurions pas dû légiférer sur la Charte de langue française alors que le français est en déclin puis assurer davantage de protection, de promotion de langue française parce que ça n'avait pas fait partie spécifiquement de la plateforme de 2018? Toutes les formations politiques, tous les gouvernements prennent des décisions en cours de mandat dans l'intérêt collectif. Et moi, je l'inscris dans l'intérêt collectif, dans la défense historique des intérêts des Québécois et des Québécoises pour justement faire en sorte qu'on ait plus d'outils. Je prétends pas que c'est parfait, mais je trouve que si on passe à côté de ça pour donner véritablement des leviers à l'État québécois, c'est pas une constitution caquiste, c'est une constitution québécoise, mais je pense qu'on passera à côté de quelque chose. Mais bref, je ne demande pas de commentaires, je vais céder la parole à mes je peux juste quand même ajouter quelque chose, là, parce que vous avez raison, vous avez tout à fait raison qu'il y a un paquet de lois qui sont adoptées sans nécessairement avoir fait partie d'un programme électoral, mais là, on parle d'une loi fondamentale. Et je pense que ça serait fondamental que les électeurs aient été mis au courant avant. Merci, M. le député de Saint-Jean, pour 1:50 questions-réponses. Merci, M. le Président. Madame, Messieurs, je reprends, M. Duhem, votre introduction. Accroître le pouvoir québécois, c'est important, c'est ce que ça fait. Vous parlez même de M. Turp, c'est vrai qu'il est très convaincant. J'ai passé plusieurs conversations avec lui pour savoir jusqu'à quel point, puis je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais jusqu'à quel point pour lui, le petit peu ou tout ce qu'on pourrait faire serait déjà mieux que de n'avoir rien fait. Et d'ailleurs, ma question, c'est ça, c'est la Constitution, et on se l'est fait expliquer par des grands savants de la chose, c'est évolutif. En tout cas, celle-là l'est. Et elle est en construction. Alors, plutôt que d'avoir un défaut de venir travailler dedans après, est-ce que c'est pas une qualité de cette Constitution-là, je ne veux pas l'appeler par petits pas, mais que les ajustements au fur et à mesure qui seraient nécessaires vont pouvoir être faits? Dans le fond, c'est le début du processus. On est au début de quelque chose, pas à la fin. Oui, bien, très rapidement, tout à fait. Maintenant, si on adopte le projet de loi avant les élections, puis il y a un autre gouvernement qui est élu, c'est une possibilité, on l'admettra, bien, la Constitution va devenir quoi? Elle va changer du tout au tout. Alors, à un moment donné, ça devient n'importe quoi. Et l'étiquette d'autonomisme, vous la retrouvez au travers de ce document-là. Oui. Ça, c'est clair que peut-être pas jusqu'où vous voulez, peut-être pas comme vous voulez, mais l'autonomisme qu'il y a là-dedans, ça vous convient. Si c'est pas assez, mais ça vous convient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. M. le député d'Acadie pour 6:37, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Alors, M. Duhem, M. Leroux, Mme Coulombe, bonjour. Merci d'être en commission avec nous. Je rappelle aussi pour mémoire que le Parti libéral du Québec, on est aussi en faveur d'une constitution québécoise. Ça fait des décennies qu'on en parle, mais il y a la manière de la faire. Et j'écoutais ce que disait M. le ministre en disant, ben oui, c'était pas dans le programme. J'ai légiféré sur plein de trucs. C'est vrai. Sauf que dans son projet de constitution, il dit la Constitution du Québec est la loi des lois. Donc, de deux choses l'une. Ou bien c'est la loi la plus importante, la loi des lois, ou c'est un ramassis de lois ordinaires. Alors,
Si c'est la loi des lois, il me semble qu'on devrait y accorder une importance particulière. Nous, dans l'opposition, on est obligé de se battre pour qu'il y ait des consultations généralisées. Puis là, aujourd'hui, il me reste 5 minutes 41 pour parler avec vous. Je pense qu'au départ, il y a un problème. Puis c'est ça le point majeur. Et vous l'avez soulevé. Une constitution qui est la loi des lois, ça doit être un texte qui est rassembleur. Avez-vous regardé comment ça s'est passé quand on a reçu les Premières Nations? Oui. On l'a souligné d'ailleurs dans mon allocution, j'en ai parlé. Mais, Monsieur le député, je suis content que vous dites que le Parti libéral est en faveur d'une constitution. Puis je pense que présentement, puis c'est normal, puis c'est pour ça que je dis que c'est pas sain de l'adopter à la veille d'une élection, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu de partisanerie qui s'est insérée dans le débat. Mais si on veut adopter une constitution qui soit rassembleuse, bien, il faudrait peut-être que la partisanerie, on la laisse au vestiaire avant d'entrer ici. Et nous, on n'a pas, tu sais, le fait qu'on ait, moi, ça me fait pas plaisir d'appuyer la CAQ, là, mais j'appuie pas la CAQ. J'appuie l'idée d'avoir une constitution autonomiste au Québec puis de renforcer le pouvoir québécois. Et pour moi, ça transcende les lignes partisanes. Puis j'aurais aimé ça que les autres partis d'opposition puissent avoir la même hauteur dans ce débat-là. Et j'ai l'impression, si vous êtes effectivement sincère dans votre volonté qu'il y ait une constitution, vous devriez au moins dire que vous appuyez le principe et amener des amendements constructifs pour la changer comme on vient de le faire, plutôt que de complètement rejeter le projet de loi proposé. Mais je comprends que c'est à la veille d'une élection, puis je comprends qu'il y a des enjeux partisans, malheureusement. Mais indépendamment des enjeux partisans, moi, je me fie au rapport d'experts que le gouvernement a commandé, le rapport Proulx-Rousseau. Et une des premières recommandations dans ce rapport-là, c'était de mettre en place un comité transpartisan qui allait consulter les gens dans la grandeur du Québec. Puis c'est ça qu'on demande au gouvernement. Alors, le gouvernement n'est même pas capable de suivre ses propres experts dans ses recommandations. Monsieur le député, je suis d'accord avec vous qu'effectivement, puis on le dit d'ailleurs, on aurait souhaité une consultation plus large. Puis c'est évident. Puis c'est pour même moi, je souhaite que même la consultation, ça soit la prochaine élection. Moi, j'invite le Parti libéral, comme la CAQ, comme nous, au Parti conservateur, à dire on propose une constitution, puis il y aura une constitution autonomiste qui va être adoptée au lendemain de la prochaine élection. Puis au lendemain de la prochaine élection, j'espère qu'on va être capable de tous travailler ensemble pour effectivement passer de la parole aux actes. Puis s'il y a une légitimité démocratique, la meilleure consultation qu'on peut avoir, c'est l'élection du 5 octobre. Et si les Québécois votent pour, idéalement, s'il y avait 5 partis autonomistes au Québec qui sont en faveur d'une nouvelle constitution pour le Québec, mais je pense que le Québec avancerait, puis la partisanerie reculerait, puis ça ne serait pas une mauvaise chose pour tout le monde. J'ai une question pour vous, parce qu'avec le projet de loi, le gouvernement veut modifier la Charte québécoise des droits et libertés. La Charte québécoise des droits et libertés, c'est un joyau pour le Québec. D'ailleurs, elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Les propositions, ma compréhension des propositions suggérées par le gouvernement, c'est que présentement, quand on interprète la Charte, elle a préséance et les autres lois québécoises doivent être interprétées en fonction de la Charte. Le gouvernement veut changer cette façon de faire avec son projet de loi. Et donc, on va assister à une espèce de hiérarchisation des droits, mais qui n'est pas celle de la Charte. Avez-vous des commentaires là-dessus? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer que la Charte va rester ce qu'elle est? Là, on tombe vraiment dans les hauts niveaux d'analyse de juristes. Et nous, nos préoccupations par rapport à ça reflètent celles qui ont été émises par le Barreau du Québec. Si, dans le contexte de la Constitution du Québec, il y a des réductions au niveau des droits individuels, on pense que c'est inquiétant, qu'il faut regarder ça. Puis, je ne pense pas non plus que, en tout cas de mémoire, la Constitution a le pouvoir de rendre la Charte québécoise prédominante par rapport à la Charte canadienne. La Constitution peut le dire, elle peut le déclarer, mais je ne vois pas comment ça peut être possible dans le système dans lequel on est. Mais je ne suis pas un expert, là. Ceci étant dit, là, on rentre dans l'hyper-légalisme et il faut que ça soit regardé par des experts. Mais nous, évidemment, on est un parti qui sont très attachés aux libertés individuelles. Alors, c'est sûr qu'on ne voit pas d'un bon œil quand une réforme comme celle-là viendrait affecter les droits individuels de quelque façon que ce soit. En fait, c'est pour ça que je vous posais la question, ma compréhension. Puis, si vous dites, vous avez dit tout à l'heure, ce serait important éventuellement de proposer des amendements, tout ça, bien évidemment, on verra, mais c'est sûr qu'on va rentrer dans un aspect qui est beaucoup plus législatif, donc légal. Donc, votre position, parce que le gouvernement nous parle souvent des droits collectifs, puis on a l'impression que des fois, les droits collectifs doivent avoir préséance ou même écarter les droits individuels. Votre position là-dessus, c'est quoi? Bien, en tant qu'autonomiste, on est
on est quand même attaché au droit collectif parce qu'on est attaché à la défense du Québec. Le Québec est une nation et le Québec a des défis. Seule nation française en Amérique du Nord, entourée de 380 millions d'anglophones. Alors, les droits collectifs ont certainement une place dans les principes qu'il faut regarder. Ceci étant, il y a moyen d'harmoniser les droits collectifs, les droits individuels. Il faut trouver des façons de le faire. Ce n'est pas nécessairement un contre l'autre. On peut faire les deux ensemble. Surtout quand c'est tenu pour acquis dans la population, même par la jurisprudence. Même la Cour suprême reconnaît au Québec le droit de défendre la prédominance du français au Québec. Même la Cour suprême le fait. Alors, il y a des consensus qui sont là-dessus. Il faut juste travailler faire en sorte que ces consensus-là s'additionnent plutôt que s'annulent, si on veut. Parfait. Merci, M. le Président. Merci, M. le député de Maurice Richard, pour 2 minutes 12 secondes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est simple. On a eu vraiment plusieurs groupes qui sont passés, des juristes qui ont parlé de différentes manières du fait que cette Constitution telle qu'elle était un danger pour notre démocratie. Est-ce que vous pensez, si elle est adoptée telle qu'elle, elle serait un danger pour notre démocratie? Moi, personnellement, il y a des éléments que j'aime pas du tout dans le préambule. Il y a des éléments, je trouve, qui envoient de très mauvais signaux, en particulier à la communauté anglophone. Ben, le préambule n'a pas vraiment de poids. Hein. C'est plus les articles qui sont importants. Je pense que vous aspirez tous à être législateurs. Vous êtes censés le savoir. Est-ce que oui ou non, c'est facile? Est-ce que c'est un danger pour la démocratie si elle est adoptée telle qu'elle? Vous pouvez dire oui ou non, c'est pas grave. J'ai d'autres questions. Non, c'est pas un danger pour la démocratie. Est-ce que vous pouvez nommer un affaiblissement de contre-pouvoir, peut-être 2, peut-être 3, il y en a eu vraiment beaucoup dans cette Constitution, qui vous inquiètent, en fait? Ben, en fait, il y a eu des inquiétudes qui ont été émises par le barreau du Québec par rapport au fait que certains organismes pourraient voir leur pouvoir de contester certaines lois du fait qu'ils reçoivent du financement. On partage ces inquiétudes-là. Okay. Alors, il faut que ça soit regardé. Les groupes des Premières Nations sont passés pour nous dire que cette Constitution était dans une lignée coloniale. Est-ce que vous considérez qu'elle est coloniale? Bien, j'emploierai pas ce mot-là, mais je dirais qu'il faut que le projet soit revu pour que les Premières Nations soient réellement des partenaires de la nation et non pas une communauté où on va dire dans un langage légal, bon, ben on va respecter vos traités, merci. Est-ce que dans notre histoire au Québec, l'État a pu avoir un penchant colonial avec les Premières Nations pour le Parti conservateur? Moi, j'aimerais bien avoir une réponse de M. Duhem, si possible. Écoutez, comme M. Leroux vient de vous le dire, c'est pas le mot qu'on utilise, là. Le défi, c'est évident qu'on a un défi. On a toujours des défis de bien s'entendre avec les communautés qui peuplent le territoire québécois. Cela étant, les Québécois ont aussi eu des traités exemplaires. Les Québécois ont aussi d'excellentes relations dans l'écrasante majorité des cas. Avec les Québécois. Merci beaucoup, M. Duhem. M. Paradis, efficacité, encore une fois, pense. Vous dites au début de votre témoignage, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi des partis autonomistes... Excusez-moi, je me suis trompé. Jean Talon. Pardon? Excusez-moi, désolé. Ah, vous m'avez appelé par mon nom. Oui, je m'excuse, monsieur. On recommence à zéro, monsieur le Président. On recommence à zéro, je vous le jure. Vous disiez dans votre témoignage, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi des partis autonomistes s'opposent à la Constitution. Bien, parce que le parti autonomiste qui est au gouvernement depuis 8 ans fait la preuve que ça ne fonctionne pas, la voie autonomiste, que la vraie autonomie, elle va venir avec l'indépendance du Québec. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi un gouvernement qui regroupe tant de libertariens soit contre plus de liberté pour le peuple québécois, de s'affranchir de ce gouvernement de trop qui est le gouvernement fédéral. Je ne comprends pas qu'un parti qui se dit conservateur, contre la paperasse, contre l'État trop gros, soit aussi appuyé de manière aussi forte le gouvernement fédéral. Monsieur Duhem, rapidement, s'il vous plaît, la parole est à vous. Je ne comprends pas pourquoi un parti qui se dit contre le gaspillage soit pour le gaspillage du gouvernement fédéral. Je ne comprends pas que vous soyez pour, même qu'on se pose la question de l'avenir du Québec. Donc, êtes-vous un vrai conservateur? Êtes-vous un vrai libertarien? C'était plus un Merci, monsieur le député. 10 Ce qui ne secondes, fonctionne pas au Québec, c'est votre stratégie référendaire qui mène le Québec dans le mur puis qui affaiblit le pouvoir québécois.
Et ça, c'est ça qui me dérange, parce que moi, là, je suis un autonomiste. Puis l'autonomiste, contrairement à ce que vous dites, il fonctionne très bien. Regardez ce que Danielle Smith est en train de faire en Alberta. C'est extraordinaire. Ça fait 3 fois qu'elle gagne contre le gouvernement fédéral. Et il y a des gains concrets. C'est vrai que la stratégie du gouvernement était molle, puis c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gains concrets au cours des 8 dernières années, mais il faut blâmer le gouvernement, pas la stratégie autonomiste. Merci, Madame la députée de Rimouski, pour 50 secondes aussi, s'il vous plaît. Merci. Vous parliez de s'élever au-dessus de la mêlée, notamment parce que c'est une loi, la loi des lois qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Comment on pourrait la renforcer, disons, cette loi des lois? Vous avez effleuré là, le fait que ça pourrait être renversé à la majorité simple. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer sa force? Bien, je pense que d'abord, quelle est la légitimité, puis qu'il y ait une plus grande acceptabilité autour de la table, ça serait déjà quelque chose de très positif. Si on avait une constitution qui était adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, puis si tout le monde était capable de mettre la partisanerie de côté, puis de considérer que le pouvoir québécois est plus important que nous-mêmes, je pense que ça serait déjà un bon commencement pour avoir une constitution qui ne va pas changer au gré des vents ou au gré des élections. Je pense que c'est la première étape qu'on doit faire. Et ça, tous les partis politiques ont une responsabilité par rapport à ça. Et j'espère de tout cœur qu'on va réussir. Si ça ne se passe pas dans la prochaine élection, j'espère que ça va se passer après la prochaine. Mais la première force d'une loi fondamentale, c'est sa légitimité démocratique. Et c'est ce qu'il va falloir faire, puis il va falloir que tout le monde mette l'épaule à la roue et qu'on travaille ensemble. Sur ce, Mme Coulombe, M. Leroux, M. Duhem, merci beaucoup d'avoir participé aux travaux de la Commission. C'est nous qui vous remercions. Je suspends les travaux pour accueillir notre prochain invité. Merci.